Dans cet épisode, nous plongeons dans des attaques de requins déchirantes, d'un homme glissant d'un bateau tombant dans la gueule d'un requin bulldog affamé, à un exercice de Navy SEAL devenu mortel après avoir été pris pour une otarie par un requin massif. Mais d'abord, commençons par notre première histoire où un plongeur est dévoré par une femelle grand requin blanc. Le matin du 15 novembre 2017 s'est levé avec des conditions parfaites le long de la côte escarpée de Californie. Une douce brise de mer a créé des conditions d'eau lisse au parc d'État d'Ano Nuevo, tandis que le soleil du matin peignait des traînées dorées sur le Pacifique. Pour la plupart des gens, 7h30 du matin serait trop tôt pour nager. Mais pour Rebecca Chen, une nageuse de marathon de 26 ans et étudiante diplômée en biologie marine, l'aube représentait la fenêtre d'entraînement idéale. Rebecca incarnait la dévotion dans sa forme la plus pure. Poursuivant son master en biologie marine à l'Université de Californie à Santa Barbara, elle avait déjà accompli plusieurs nages de longue distance éprouvantes, chacune méticuleusement planifiée avec des protocoles de sécurité devenus légendaires parmi ses camarades nageurs. Ses amis la décrivaient comme méthodique à l'excès, le genre de personne qui passerait des heures à étudier les conditions météorologiques et océaniques avant d'entrer dans l'eau. Elle s'entraînait pour la traversée du canal de Catalina, une odyssée de 20 miles qui mettrait à l'épreuve chaque once de son endurance et de ses compétences. Ce matin-là, Rebecca suivait son protocole habituel avec sa kayakiste de sécurité, Maria, positionnée à 50 yards au large pour surveiller ses progrès. La région connaissait la saison de mise bas des éléphants de mer, avec des centaines de phoques et leurs petits créant des opportunités de nourrissage qui avaient attiré plusieurs grands requins blancs dans la région. La combinaison noire de Rebecca et son mouvement de nage rythmique et régulier, tout en suivant toutes les consignes de sécurité, ressemblaient toujours de près au mouvement d'un phoque, un cas d'erreur d'identité que même les nageurs les plus prudents ne pouvaient complètement éviter. Ce que Rebecca savait de ses études en biologie marine, c'est que les grands requins blancs sont les plus actifs à l'aube et au crépuscule, utilisant les conditions de faible luminosité à leur avantage lorsqu'ils chassent. Ces prédateurs de sommet peuvent détecter les moindres vibrations et impulsions électriques à des distances remarquables, et leurs mâchoires puissantes peuvent générer des forces de morsure dévastatrices. Pendant la saison de mise bas des éléphants de mer, les grands blancs patrouillent ces eaux avec une activité accrue, leurs instincts préhistoriques finement réglés pour détecter tout mouvement ressemblant à leur proie préférée. Rebecca avait nagé pendant 45 minutes, restant dans le couloir de sécurité désigné à 200 yards du rivage avec son kayakiste maintenant un contact visuel lorsqu'une ombre massive est apparue sous elle. Un grand requin blanc femelle de 14 pieds chassait activement la population abondante de phoques dans la région. L'attaque est venue d'en bas avec une force dévastatrice, les mâchoires massives du requin se refermant sur le torse de Rebecca dans une attaque en embuscade classique. Le coup initial du grand blanc était si puissant qu'il a partiellement soulevé Rebecca hors de l'eau avant de la relâcher à la surface. Les dents dentelées du requin avaient déchiré la combinaison de plongée de Rebecca et pénétré dans sa cage thoracique, créant de profondes lacérations qui ont sectionné des vaisseaux sanguins majeurs. Elle luttait désespérément pour rester à flot, sa force de nageuse de marathon lui permettant de remonter à la surface et d'appeler à l'aide, mais la perte massive de sang faisait déjà des ravages. Maria a immédiatement pagayé vers elle, activant sa balise radio d'urgence tout en essayant d'atteindre Rebecca. Le grand blanc avait disparu après la seule morsure d'investigation, déterminant probablement que Rebecca n'était pas sa proie préférée, mais les dégâts étaient déjà fatals. Les derniers moments de Rebecca furent passés à lutter contre l'inévitable, alors que le choc s'installait et que son corps commençait à s'éteindre. L'eau froide du Pacifique, qui avait été son partenaire d'entraînement pendant des années, devenait maintenant son ennemi alors que le sang coulait des énormes plaies perforantes. Les hélicoptères de la garde côtière sont arrivés 18 minutes après l'appel d'urgence de Maria, leurs équipages travaillant avec le kayakiste pour sortir Rebecca de l'eau. Malgré des soins médicaux immédiats et une course désespérée vers le centre de traumatologie, elle avait subi des blessures qui se sont avérées fatales, une perte de sang massive due à des plaies profondes qui avaient endommagé des organes vitaux et écrasé plusieurs côtes. Mais tandis que les eaux au large de la Californie ont pris une vie dans leur étreinte mortelle, le golfe du Mexique allait prouver que les requins ne font pas de distinction entre les nageurs de loisirs et les marins expérimentés. Parfois, les prédateurs les plus dangereux de l'océan frappent quand on s'y attend le moins, transformant une journée de travail ordinaire en lutte pour la survie. Le 3 septembre 2014 a apporté des conditions de pêche idéales au golfe du Mexique. À 25 miles au sud-est de Galveston, Texas, le soleil du matin scintillait sur des eaux calmes, tandis qu'une brise légère maintenait des températures agréables pour l'équipage du bateau de location et leurs clients impatients. Pour Tommy Rodriguez, un second de 31 ans avec 7 ans d'expérience à travailler dans ces eaux, cela s'annonçait comme une autre journée réussie dans le golfe. Tommy était le genre de membre d'équipage dont chaque capitaine de charter rêvait. Fiable, expérimenté et véritablement passionné par l'idée d'aider les clients à attraper le poisson de leurs rêves. Il s'était forgé une réputation comme l'un des seconds les plus compétents de la flotte de Galveston. Sa femme et ses 2 jeunes enfants étaient le centre de son monde et son revenu stable provenant du travail de charter leur offrait une vie confortable. Les clients le demandaient souvent spécifiquement, sachant que l'expertise de Tommy pouvait faire la différence entre une bonne sortie de pêche et une sortie inoubliable. La journée avait été exceptionnellement productive. L'équipage avait appâté abondamment depuis l'aube, créant une traînée de sang de poissons et d'appâts qui attirait les vivaneaux rouges des profondeurs. À 3h20 de l'après-midi, ils avaient déjà rempli plusieurs glacières avec des prises impressionnantes et les clients étaient ravis de leur succès.
Tommy était dans son élément, se déplaçant efficacement autour du bateau, aidant les clients à combattre de gros poissons tout en respectant les protocoles de sécurité qu'il avait gardés indemnes tout au long de sa carrière. Ce que Tommy et l'équipage ne réalisaient pas, c'est que leur opération de charriage, bien qu'elle suive les pratiques standards, avait attiré plus que de simples vivanos rouges. Les eaux riches en sang qu'ils avaient créées attiraient l'attention de l'un des prédateurs les plus dangereux du Golfe. Les requins bulldogs, contrairement à leurs célèbres cousins les grands blancs, sont parfaitement adaptés à ces conditions exactes. Ils peuvent tolérer à la fois l'eau salée et l'eau douce, leur permettant de chasser dans les zones côtières, troubles où d'autres requins ne peuvent pas survivre. Ces puissants prédateurs peuvent atteindre jusqu'à 11 pieds de long et peser plus de 500 livres, avec un comportement territorial agressif qui les pousse à enquêter sur toute activité inhabituelle dans leur domaine. L'accident s'est produit malgré toutes les précautions de sécurité. Tommy aidait un client à combattre un énorme vivano rouge de 40 livres, correctement harnaché et suivant le protocole lorsqu'une défaillance inattendue de l'équipement s'est produite. Le clip du harnais de sécurité, affaibli par des mois d'exposition à l'eau salée, s'est cassé sous la tension alors que le bateau tanguait dans de fortes vagues. Malgré ses années d'expérience et son assurance, Tommy a perdu l'équilibre et est tombé à l'eau dans le golfe, un accident imprévisible qui aurait pu arriver à n'importe qui. Un requin bulldog de 9 pieds tournait sous le bateau, attiré par la traînée d'appât et les vibrations des poissons en lutte. Au moment où Tommy a touché l'eau, les instincts prédateurs du requin ont pris le dessus. Les requins bulldogs sont réputés pour leurs attaques fulgurantes dans les eaux d'eau troubles et celui-ci a frappé quelques secondes après que Tommy soit entré dans le golfe. L'équipage a immédiatement jeté des bouées de sauvetage et démarré le moteur, suivant les protocoles d'urgence, mais il luttait contre l'une des machines à tuer les plus efficaces de la nature. L'attaque du requin bulldog fut rapide et brutale. Le prédateur s'est agrippé à la jambe droite de Tommy juste au-dessus du genou, ses mâchoires puissantes conçues pour broyer les os. Les cris de Tommy résonnaient sur l'eau alors que le requin relâchait et attaquait immédiatement à nouveau, cette fois ciblant son torse avec des mouvements violents de la tête qui déchiraient chair et muscles. L'équipage regardait avec horreur l'eau autour de Tommy devenir cramoisie, chaque morsure successive créant des blessures plus profondes et des blessures plus dévastatrices. Tommy se battait de toutes ses forces, suivant son entraînement de survie aquatique en frappant le museau du requin et en essayant de protéger ses organes vitaux. Mais les requins bulldogs sont construits comme des tanks sous-marins, compacts, musclés et pratiquement inarrêtables une fois qu'ils se sont engagés dans une attaque. Le requin poursuivait son assaut implacable, frappant à plusieurs reprises les jambes et le torse de Tommy, ses mâchoires puissantes écrasant les os et déchirant les muscles à chaque morsure dévastatrice. Malgré des tentatives de sauvetage héroïques avec des gaffes et des bouées de sauvetage, et malgré le fait de l'avoir atteint en 3 minutes agonisantes, Tommy a subi des blessures massives qu'aucun corps humain ne pouvait survivre. Les puissantes mâchoires du requin bulldog avaient causé des dommages catastrophiques, sectionnant des artères principales et écrasant des organes vitaux. Tommy est mort d'une perte de sang massive et de traumatisme pendant la course désespérée vers le rivage, ses derniers mots étant un message murmuré pour sa femme et ses enfants. La tragédie a conduit à l'amélioration des protocoles d'inspection des harnais de sécurité et des systèmes de sécurité de secours dans toute la flotte de charter du Golfe. Mais, pour la famille de Tommy, aucune mesure de sécurité ne pouvait ramener le mari et père qu'ils avaient perdu. Pourtant, aussi dévastatrice que cette attaque en plein jour l'ait été, les prédateurs les plus meurtriers de l'océan préfèrent souvent chasser à la faveur de l'obscurité, où même les professionnels marins les plus expérimentés peuvent se retrouver face à face avec des machines à tuer préhistoriques. Le 28 avril 2015 a offert des conditions parfaites pour la plongée de nuit au large de Jupiter en Floride. L'eau était exceptionnellement claire pour la saison, avec une visibilité s'étendant à près de 60 pieds dans toutes les directions, tandis que des courants doux promettaient des conditions idéales pour la photographie sous-marine. Pour la docteure Amanda Foster, photographe marine et chercheuse scientifique de 33 ans, ces conditions représentaient une rare opportunité de documenter le comportement des requins pendant leur période de chasse la plus active. Amanda était l'incarnation d'une chercheuse marine dévouée. Avec plus de 150 plongées avec des requins à son actif, elle s'était forgé une réputation pour capturer des images saisissantes qui comblent le fossé entre la documentation scientifique et l'éducation du public. Son travail avait été publié dans de nombreux journaux de recherche et elle dirigeait actuellement une étude révolutionnaire sur les habitudes alimentaires des requins tigres pour un prestigieux institut de biologie marine. Ses collègues la décrivaient comme intrépide, mais jamais imprudente, quelqu'un qui comprenait les risques de son travail, mais était animé par une curiosité insatiable pour les prédateurs de l'océan. Son partenaire de recherche pour cette plongée était tout aussi expérimenté, et ensemble, ils avaient planifié une session de documentation méthodique dans des eaux connues pour l'activité régulière des requins tigres. La plongée faisait partie d'une étude plus vaste, examinant comment ces prédateurs massifs adaptaient leur stratégie de chasse dans différents environnements. L'équipement de photographie sous-marine d'Amanda était à la pointe de la technologie. Conçu spécifiquement pour les conditions de faible luminosité et capable de capturer les indices comportementaux subtils qui rendaient sa recherche si précieuse pour la communauté scientifique. À 20h45, Amanda et James sont plongés dans les eaux sombres, leurs puissantes lampes de plongée perçant l'obscurité alors qu'ils cherchaient leur sujet. Ils ont respecté le protocole de binôme, restant à moins de 15 pieds l'un de l'autre tout en documentant l'activité du récif nocturne. Tout se déroulait comme prévu lorsqu'un courant fort inattendu a commencé à séparer l'équipe de plongée. Malgré leurs meilleurs efforts pour rester ensemble, le courant était plus fort que prévu.
Et en quelques minutes, Amanda se retrouva à 25 pieds de James, toujours dans la plage acceptable mais à la limite de leur protocole de sécurité. À travers son viseur, Amanda a aperçu un magnifique requin-tigre de 11 pieds, montrant un comportement de nourrissage près d'un affleurement de corail. Conformément au protocole de recherche, elle a fait signe à James et a commencé à documenter la rencontre depuis ce qui aurait dû être une distance de sécurité. Amanda savait, grâce à ses recherches approfondies, que les requins-tigres comptent parmi les prédateurs les plus redoutables de l'océan, capables de mesurer jusqu'à 18 pieds de long et de peser plus de 1400 livres. Contrairement aux grands requins blancs, les requins-tigres sont des chasseurs actifs la nuit, utilisant leur sens exceptionnel pour localiser leur proie dans l'obscurité totale. Leurs mâchoires sont incroyablement polyvalentes, suffisamment puissantes pour écraser les carapaces de tortues de mer et équipées de dents spécialement dentelées conçues pour scier pratiquement n'importe quel matériau, de l'os au métal. Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est leur curiosité pour les objets et mouvements inhabituels, leur valant une réputation de l'un des prédateurs les plus imprévisibles de l'océan. Le requin montrait un comportement d'investigation normal, les mouvements distinctifs indiquant qu'il chassait dans la zone. Amanda a maintenu une distance appropriée et a suivi tous les protocoles de sécurité, mais les requins-tigres sont connus pour leur curiosité envers les objets et lumières inhabituels. L'attaque est survenue sans avertissement alors qu'Amanda photographiait le comportement naturel du requin depuis ce qui aurait dû être une distance sûre. Le massif requin-tigre, probablement attiré par les lumières et mouvements inhabituels, s'est approché avec une précision calculée. Le premier contact était investigateur. Le requin a heurté le boîtier de la caméra d'Amanda avec son museau. Un comportement courant lorsque ces prédateurs rencontrent des objets inconnus. Amanda a suivi le protocole, restant calme et évitant les mouvements brusques, mais l'investigation du requin a rapidement escaladé. La morsure du requin-tigre a été rapide et décisive. Les mâchoires massives se refermèrent sur l'épaule et le haut du bras d'Amanda. Les dents du requin, conçues de manière unique, courbées et dentelées comme des lames de scie, pénétrèrent à travers sa combinaison et dans les tissus. La morsure ne dura que quelques secondes avant que le requin ne la relâche, mais les dégâts étaient sévères. Le dispositif de contrôle de flottabilité d'Amanda était perforé et elle avait subi de profondes lacérations qui saignaient abondamment dans l'eau environnante. James a immédiatement réagi aux signaux de détresse d'Amanda, l'atteignant en quelques secondes et initiant les procédures de remontée d'urgence. Mais le requin-tigre, ayant goûté au sang, montra un intérêt renouvelé pour la zone. Alors que James aidait Amanda à remonter à la surface, le prédateur s'approcha de nouveau, cette fois en entrant en contact avec les jambes d'Amanda alors qu'elle luttait pour remonter. La deuxième rencontre fut brève mais dévastatrice. Les puissantes mâchoires du requin créèrent des blessures supplémentaires avant de s'éloigner. L'alarme de remontée d'urgence de l'ordinateur de plongée d'Amanda s'activa et James réussit à la ramener à la surface tout en utilisant sa lampe de plongée pour dissuader le requin. Le bateau de soutien en surface surveillant leur profil de plongée a immédiatement répondu aux signaux d'urgence. Ils ont atteint Amanda dans les 12 minutes suivant l'attaque initiale, mais elle avait subi une perte de sang massive due à de multiples blessures. Le requin-tigre avait disparu dans les profondeurs, ayant probablement déterminé qu'Amanda n'était pas sa proie préférée, mais le mal était fait. Malgré des soins médicaux immédiats et une évacuation en hélicoptère, Amanda a succombé à ses blessures pendant le transport vers le centre de traumatologie. Son corps n'a pas pu se remettre de la perte massive de sang et des traumatismes infligés par l'un des prédateurs les plus puissants de l'océan. L'incident a conduit à des protocoles de sécurité renforcés pour la recherche sur les requins de nuit, y compris des systèmes d'attache obligatoires et des procédures améliorées de réponse d'urgence. La mort d'Amanda a été un rappel tragique que même en suivant les protocoles appropriés, les chercheurs travaillant avec des prédateurs de pointe font face à des risques inhérents qui ne peuvent pas être complètement éliminés. Mais aussi tragique que soit la mort d'Amanda dans la quête de la connaissance scientifique, parfois même l'entraînement militaire le plus élite ne peut préparer quelqu'un à une rencontre avec la machine à tuer parfaite de la nature. Le 12 novembre 2013 s'est levé frais et clair au large de la côte nord de la Californie. À 15 miles à l'ouest des îles Farallon, l'océan Pacifique s'étendait à perte de vue vers l'horizon, sa surface n'étant rompue que par quelques moutons occasionnels, alors que des houles modérées arrivaient du nord-ouest. Pour le premier maître David Park, un SEAL de la marine âgé de 29 ans, ces conditions étaient des standards pour un exercice avancé d'entraînement maritime qui testerait chaque compétence qu'il avait développée au cours de 8 années de plongée militaire. David incarnait tout ce que représentaient les SEALS de la marine. Avec plusieurs déploiements en combat à son actif et des centaines de plongées d'entraînement militaire effectuées, il était considéré comme l'un des opérateurs les plus fiables de son unité. Ses coéquipiers le décrivaient comme méthodique et imperturbable, le genre de personne capable de rester concentré sous la pression la plus extrême. Il avait survécu à des fusillades en territoire hostile et accompli des missions qui auraient de briser des hommes moins aguerris, mais l'océan allait lui présenter un défi pour lequel aucune formation militaire ne pouvait le préparer. L'exercice d'entraînement était conçu pour simuler des scénarios d'interdiction maritime réels avec des équipes de SEALS effectuant des exercices de navigation sous-marine avant de faire surface à des coordonnées prédéterminées.
David utilisait un recycleur à circuit fermé, un équipement avancé qui permettait des opérations sous-marines prolongées sans créer de traînées de bulles révélatrices. Tout se déroulait comme prévu jusqu'à 14h15 lorsque son recycleur a commencé à mal fonctionner à une profondeur de 60 pieds. Le protocole militaire pour les dysfonctionnements de recycleurs était clair et non négociable, une remontée d'urgence immédiate à la surface. David a suivi son entraînement à la perfection, remontant rapidement tout en surveillant son équipement pour tout signe d'intoxication au dioxyde de carbone. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que son ascension d'urgence le mènerait à la surface dans une zone où des phoques du port se nourrissaient activement d'une énorme boule d'appât, créant exactement le type d'activité de surface chaotique qui attire le prédateur de sommet de l'océan. David a fait surface à 150 yards de son point de récupération, sa balise d'urgence s'activant automatiquement pour alerter son équipe de plongée. En suivant le protocole, il est resté calme et a commencé à nager vers le navire de soutien tout en surveillant son environnement. L'eau autour de lui était animée par l'activité alimentaire, mais la formation de David l'avait préparé aux rencontres avec la faune. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est qu'un grand requin blanc de 14 pieds chassait déjà la population abondante de phoques et était déjà en mode prédateur complet. D'après ses briefings militaires, David savait que les grands requins blancs sont les chasseurs les plus efficaces de l'océan, avec des systèmes sensoriels si avancés qu'ils peuvent détecter les moindres impulsions électriques et vibrations à de grandes distances. Lors des événements de nourrissage, ces prédateurs de pointe entrent dans un état d'agression accru, leur cerveau préhistorique entièrement concentré sur l'exploitation des proies abondantes. Un grand requin blanc mature peut accélérer rapidement dans l'eau, lançant son corps massif avec une force énorme lorsqu'il attaque par en dessous. Le grand blanc avait suivi l'activité de nourrissage lorsque la remontée d'urgence de David l'a amené directement dans la zone de chasse du prédateur. Pour le cerveau primitif du requin, la combinaison noire de David et ses mouvements à la surface était indiscernable d'un phoque. L'attaque était venue directement d'en dessous avec une force explosive. Le requin massif a partiellement émergé à la surface, ses mâchoires se refermant sur le torse de David avec une puissance dévastatrice. L'attaque du Grand Blanc était un exemple classique de leur prouesse de chasse, une frappe verticale depuis les profondeurs avec une telle force que David et le requin ont été projetés à plusieurs pieds au-dessus de la surface de l'eau. L'entraînement de cils de David s'est activé immédiatement lorsqu'il s'est retrouvé dans les mâchoires d'un prédateur massif. Il a frappé les yeux et les branchies du requin avec des coups précis enseignés dans le combat rapproché, mais il luttait contre des millions d'années de perfection évolutive. La morsure initiale du requin avait écrasé plusieurs de ses côtes et perforé son poumon, mais le conditionnement militaire de David l'a maintenu conscient et combattant. Le Grand Blanc, suivant son schéma de chasse typique, a relâché David après la morsure initiale et est revenu pour évaluer sa proie, mais les dégâts de cette seule morsure étaient catastrophiques. L'équipement de plongée de David n'avait pas fait le poids face à des dents évoluées pour déchirer la graisse et les os. Le sang coulait de blessures perforantes massives, tandis que David luttait pour rester à flot et activer ses dispositifs de signalisation d'urgence. L'équipe de soutien de David avait surveillé son profil de plongée et a immédiatement réagi lorsque sa balise d'urgence s'est activée. Le navire de soutien se dirigeait déjà à toute vitesse vers sa position lorsque l'attaque a eu lieu. Le dernier acte de David a été d'activer sa lumière stroboscopique d'urgence, le signal lumineux perçant le ciel de l'après-midi, même si la perte de sang commençait à faire des ravages. Le Grand Blanc, ayant déterminé que David n'était pas sa proie préférée, a disparu dans les profondeurs après une seule morsure exploratoire, mais le mal était fait. L'équipage l'a atteint en 8 minutes, un temps de réponse incroyablement rapide qui aurait sauvé la plupart des gens dans la plupart des situations. Ils ont trouvé David conscient mais en grande détresse, son corps portant les blessures indubitables d'une attaque de grand requin blanc, des plaies de perforation massive de la morsure initiale qui avait écrasé sa cavité thoracique et endommagé des organes vitaux. L'équipe a immédiatement initié des protocoles de traumatologie avec des infirmiers de la marine formés à la médecine de champ de bataille travaillant à le stabiliser pendant la course désespérée vers le rivage. Malgré leur expertise et l'attention médicale immédiate, David avait subi des blessures qui se sont avérées fatales. Le Grand Blanc, sa seule morsure avait causé une hémorragie interne massive, perforé son poumon et endommagé son cœur. Il est mort des suites d'un traumatisme sévère et d'une perte de sang pendant le transport en hélicoptère vers le centre de traumatologie, ces derniers mots exprimant son inquiétude pour la sécurité de ses coéquipiers. Sa mort a conduit à l'amélioration des protocoles de surveillance de la faune marine pour toutes les opérations de plongée militaire et à l'amélioration des procédures d'intervention d'urgence en cas de défaillance d'équipement dans les eaux riches en prédateurs. Mais bien que les exercices d'entraînement militaire comportent des risques inhérents qui ne peuvent être complètement éliminés, parfois les plus grands dangers proviennent des activités les plus routinières, comme les plongeurs de loisirs qui s'aventurent dans des eaux où des prédateurs de sommet patrouille des territoires établis. Le 8 juin 2018 a apporté des conditions de plongée parfaites sur la côte de Mendocino, en Californie du Nord. Le brouillard matinal s'était dissipé tôt, révélant une eau cristalline avec une visibilité s'étendant sur plus de 30 pieds. Des conditions qui auraient été idéales pour la plongée d'ormeaux par le passé. Pour Carlos Mendoza, un plongeur en apnée expérimenté de 41 ans avec 15 ans d'expérience en plongée, ces conditions représentaient une opportunité d'explorer le paysage sous-marin qu'il connaissait depuis des décennies, même si la pêche à l'ormeau rouge avait été définitivement fermée 2 ans plus tôt en raison de l'effondrement de la population. Carlos était un membre respecté de la communauté de plongée du nord de la Californie. Connu pour ses compétences, son bilan de sécurité et sa profonde connaissance de l'environnement marin local, il s'était forgé une réputation comme l'un des plongeurs en apnée les plus expérimentés de la côte.
Depuis la fermeture de la pêche à l'ormeau, il s'était tourné vers la photographie sous-marine et la documentation des habitats marins, utilisant ses compétences en plongée pour contribuer aux efforts de conservation. Son approche méthodique de la sécurité l'avait gardé en sécurité à travers d'innombrables plongées dans certaines des eaux les plus difficiles de la côte ouest. Ce matin-là, Carlos plongeait avec son partenaire habituel, Mike Chen, pour réaliser un relevé photographique d'un ancien habitat d'ormeau pour un groupe de conservation marine. Il suivait des protocoles stricts de binôme, avec un plongeur en immersion tandis que l'autre surveillait depuis la surface. La zone qu'ils avaient choisie était un système de récifs rocheux qui avait autrefois soutenu des populations abondantes d'ormeaux, mais montrait maintenant des signes de changement écologique en raison du réchauffement des eaux et de la maladie de dépérissement des étoiles de mer. Carlos effectuait des plongées de routine à 25 pieds, documentant la structure du récif et la vie marine restante. Sa technique était impeccable, descente contrôlée, travail photographique efficace et remontée prudente pour éviter la syncope d'eau peu profonde. Mike maintenait un contact visuel constant depuis la surface, suivant leur protocole de sécurité établi. Ce qu'aucun des deux plongeurs ne réalisait, c'est que leur emplacement choisi était devenu une partie d'un territoire de chasse élargi du grand requin blanc. L'écologie de la zone avait changé de manière spectaculaire ces dernières années. Avec l'effondrement des populations d'ormeaux, les récifs rocheux avaient été colonisés par différentes espèces et le réseau trophique local s'était réorganisé. Les phoques communs, ne concurrençant plus les ormeaux pour les ressources des forêts de kelp, avaient établi de nouveaux sites de repos à proximité. Ce changement avait attiré les grands requins blancs dans des zones qui avaient auparavant vu peu d'activité de prédateurs. Des études récentes montreraient plus tard que les grands requins blancs avaient élargi leur zone de chasse à mesure que la répartition des proies traditionnelles changeait en raison du changement climatique et de la perturbation des écosystèmes. Lors de sa 7e plongée de la matinée, Carlos photographiait la structure du récif désert à 6 mètres lorsqu'il remarqua que l'eau autour de lui était devenue inhabituellement calme. Les poissons de roche qui avaient été abondants lors de ses plongées précédentes avaient soudainement disparu et les sons habituels du récif s'étaient tus. C'étaient des signes d'avertissement subtils que Carlos, concentré sur son travail de photographie, n'avait initialement pas reconnus comme significatifs. Un grand requin blanc de 14 pieds patrouillait dans ce territoire nouvellement établi, adaptant ses habitudes de chasse à l'écosystème modifié. Le prédateur massif suivait le schéma de plongée répétitif de Carlos depuis près de 15 minutes, sa silhouette rompant la surface à plusieurs reprises dans une zone désormais associée à l'activité des phoques. L'enquête du requin était méthodique. Ces prédateurs de sommet passent souvent beaucoup de temps à évaluer les activités inhabituelles dans leur territoire avant de décider si elles représentent une menace ou une opportunité. La rencontre a eu lieu alors que Carlos remontait à la surface après sa plongée, flottant calmement tout en préparant son appareil photo pour la prochaine descente. Mike était positionné à 30 yards de distance, maintenant le contact visuel selon leur protocole de sécurité. Le grand blanc s'approchait par en dessous avec la discrétion qui rend ses prédateurs si efficaces. Carlos a d'abord remarqué le requin comme une ombre sombre sous lui, mais à ce moment-là, le prédateur massif était déjà engagé dans son approche d'investigation. Ce qui s'est passé ensuite a démontré la nature calculée du comportement du grand requin blanc. Le requin n'a pas attaqué avec la force explosive typique de la prédation des phoques. Au lieu de cela, il s'est approché de Carlos avec ce que les biologistes marins appellent un contact d'investigation, un comportement où les grands blancs utilisent à leur bouche pour évaluer des objets inconnus. Les mâchoires massives ont fait contact avec le torse de Carlos, les dents du requin pénétrant sa combinaison de plongée alors qu'il tentait de déterminer quel type de créature il avait rencontré. La morsure n'a duré que quelques secondes, mais les dégâts étaient sévères. Les dents du grand blanc, conçues pour couper à travers la graisse et les os, ont créé de profondes blessures par perforation dans la poitrine et l'abdomen de Carlos. Le requin l'a immédiatement relâché et s'est éloigné, probablement confus par le goût et la texture inhabituelle de Carlos. Mais la morsure d'investigation avait causé un traumatisme massif. Poumons perforés, côtes endommagées et vaisseaux sanguins sectionnés qui ont commencé à saigner abondamment dans l'eau environnante. Mike a immédiatement répondu aux appels de détresse de Carlos, l'atteignant en 90 secondes et initiant les procédures d'urgence. Le grand blanc avait disparu après le seul contact suivant un comportement d'investigation typique, mais Carlos était dans un état critique. Mike a réussi à le ramener à leur bateau de plongée et a immédiatement demandé l'assistance des gardes-côtes tout en appliquant une pression sur les blessures et en surveillant les signes vitaux de Carlos. L'hélicoptère des gardes-côtes a atteint leur emplacement en 22 minutes, un temps de réponse excellent pour cette zone reculée. Carlos est resté conscient pendant les premiers secours, aidant même à décrire ce qui s'était passé à l'équipe médicale. Cependant, la morsure exploratoire du grand requin blanc avait causé des blessures internes qui se sont révélées fatales. Les dents du prédateur massif avaient perforé des organes vitaux et sectionné des vaisseaux sanguins majeurs, provoquant une hémorragie interne incontrôlable. Malgré une chirurgie traumatique immédiate au centre médical régional, Carlos est mort d'une hémorragie interne et de complications liées à ses blessures, son corps incapable de se remettre des dommages dévastateurs infligés par l'un des prédateurs les plus parfaits de la nature. Merci d'avoir regardé. Vous voulez en voir plus? Cliquez sur votre écran maintenant.